Donc Shift, c'est quoi? C'est une licence, alors, c'est une licence STAPS hybride, interuniversitaire, flexible et tutorée. Donc je vais rappeler l'ambition de Shift. L'ambition de Shift, c'est de proposer une formation en licence STAPS partout, pour tous et à tout moment. Donc on va reprendre ces trois éléments dans ma présentation. Et vous voyez que ça peut être une formation qui est particulièrement adaptée, notamment aux publics empêchés, qui ont des contraintes fortes de rythme, d'espace, du lieu et du temps. Donc, on va essayer de proposer une formation qui va s'adapter aux contraintes de ces étudiants-là. Donc, on propose une formation hybride. Alors maintenant, tout le monde connaît avec la Covid, on alterne du présentiel avec de la distance. Et puis, ce qui est un peu nouveau, c'est on va proposer une formation modulaire dans laquelle les étudiants vont capitaliser des blocs de compétences, voire des ECTS. Donc, c'est un peu à l'image du PULS que vous avez sur la droite, où les étudiants, comme ça, vont capitaliser des ECTS. Donc, j'ai plus d'années, j'ai plus de semestres. Pour obtenir la licence, il faut valider les 180 ECTS. Donc, c'est une formation qui va être complètement personnalisée. C'est-à-dire que les étudiants vont avoir une formation quasiment à la carte. Certains étudiants vont prendre 35 ECTS. D'autres, des étudiants brillants, vont prendre 90 ECTS, c'est-à-dire ceux qui prennent 90 ECTS peuvent valider une licence en 2 ans. Donc, c'est complètement compatible avec l'esprit de la loi ORE. Et puis, la formation est aussi flexible. C'est-à-dire, imaginez si on a un sportif de haut niveau qui est sélectionné au JO, et ben pendant son année, il dit finalement, je vais prendre un peu moins de CTS parce que j'ai pas le temps, je vais aux Jeux Olympiques. Inversement, un étudiant qui est blessé, on dit finalement, j'ai un peu plus de temps que prévu, je souhaiterais capitaliser des ECTS complémentaires. Donc, on peut complètement s'adapter en fonction des besoins des étudiants. Donc, comme l'a dit Luc, il y a un financement financé par les fonds de transformation de l'action publique pour moderniser l'action publique. Et donc, on a obtenu un peu plus de 2 250 000 euros. Alors, les enjeux. Premier enjeu, c'est de permettre à tous ces publics qui sont de plus en plus hétérogènes, les publics empêchés et autres, de construire un parcours complètement personnalisé. Et le deuxième enjeu, et c'est fondamental, c'est d'améliorer la réussite en licence. C'est grâce à cette amélioration, alors on ne va pas trop insister aujourd'hui, qu'on va avoir le retour sur investissement. Donc, c'est grâce à l'accompagnement personnalisé qu'on peut améliorer la réussite en licence et donc avoir le retour sur investissement. Et donc là on va voir la place du présentiel qui est vraiment fondamentale. Donc, on va utiliser 3 leviers. Premier levier, c'est une réorganisation modulaire des cours. Et ça, on va pouvoir le faire grâce à la co-création de ces ressources numériques qui seront co-créées, qui seront en ligne. Deuxième, donc là aussi, on va numériser les cours, toutes les activités pédagogiques de faible niveau cognitif. Autrement dit, c'est tous les cours pour lesquels les étudiants vont récupérer l'information. Il y a pas de, c'est pas interactif. Donc en gros, c'est les cours magistraux. Et donc l'économie qu'on va générer grâce à cette mutualisation, on va le réinjecter dans des activités pédagogiques de haut niveau cognitif, ou ce qu'on a appelé aussi à haute intensité pédagogique. Autrement dit, on va pouvoir financer, grâce à l'économie qu'on a générée précédemment, on va pouvoir financer du learning by doing, de l'apprentissage par la pratique, en augmentant le nombre de TD. Et donc ça, c'est un point important. Le numérique n'a du sens que via le présentiel. Et grâce au numérique, on pourra faire plus de présentiel et mieux. Et grâce à cette réorganisation, on pourra proposer un parcours personnalisable et flexible. 5 engagements des partenaires. Premier engagement, c'est une coproduction et une mutualisation des ressources pédagogiques grâce aux conférences de consensus. Donc, on va mettre en place aujourd'hui. On va commencer à mettre en place aujourd'hui. Donc, ce que je dis souvent, c'est que moi, personnellement, je ne peux pas utiliser le cours de quelqu'un d'autre. Pour que je puisse réutiliser les ressources qu'on co-crée, il faut que je participe à la co-création de cette ressource-là, pour que je puisse m'imprégner et intégrer ces ressources-là et puis que je puisse le diffuser auprès de mes étudiants. Donc, cette notion de coproduction est fondamentale. Et là aussi, ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on va associer les sociétés savantes à cette coproduction. Donc, premier engagement, c'est une coproduction et donc une mutualisation. Donc, mutualisation, c'est important. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'un seul établissement qui va créer la ressource. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait au moins plusieurs établissements qui co-créent cette ressource pour que ça soit réutilisable par tous les collègues.
Deuxième engagement, c'est un co-développement d'un environnement numérique, donc créer un écosystème qui puisse être utilisé par tous les établissements. Donc, par exemple, on va développer du learning analytic pour faire un suivi personnalisé des étudiants et adapter des ressources en fonction des besoins des étudiants. Un étudiant en difficulté, on peut imaginer faire apparaître des ressources adaptées à son niveau. Je sais pas, une mise à niveau de maths si les maths sont limitants. Et inversement, l'étudiant qui est brillant peut lui faire apparaître des ressources qui sera, je sais pas quoi, des papiers scientifiques, donc adaptés à son niveau. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce à cette économie d'échelle, grâce à cette mutualisation, on s'engage à pas faire d'économie sur le dos de chiffres, c'est-à-dire on va réinvestir cette économie dans du présentiel à haute intensité, c'est-à-dire on va augmenter le nombre de TD, on va augmenter le nombre de TP. Nous, on s'engage juste à ce que ça ne coûte pas plus cher pour l'établissement, mais l'établissement ne fait pas des économies sur ces cours numériques. Quatrième engagement, donc le projet, comme l'a dit Luc, il faut qu'il soit pérenne pédagogiquement et économiquement. Donc il faut un retour sur investissement, comme je disais tout à l'heure, pour avoir le retour sur investissement. La meilleure façon d'améliorer ce retour sur investissement, c'est d'augmenter la réussite. Ce qui coûte très cher aux établissements, ce sont les décrocheurs et ce sont les redoublants. Donc il suffit d'augmenter de quelques pourcents le taux de réussite, on peut avoir un retour sur investissement très important. Et enfin, c'est un peu nouveau, on s'engage à faire de la recherche sur tout ce qu'on a mis en place. Donc là, il va y avoir un certain nombre de laboratoires de recherche, donc du périmètre Shift, qui s'engagent à faire de la recherche sur ce qu'on met en place. Donc ça peut être de la recherche sur la réussite au sens large, c'est pas uniquement la réussite aux examens, ça peut être la recherche sur l'égalité des chances, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que ce serait important de faire une étude correcte. Et on aura la masse critique dans le cadre de Shift pour faire ce type d'études. Et puis surtout, on corrige si on s'aperçoit qu'on s'est trompé sur différents éléments, et on s'engage à corriger très rapidement. Donc on va avoir une démarche agile. La cible des étudiants, donc tout d'abord, le plus simplement, ça concerne tous les publics empêchés. Donc ça, c'est assez facile à comprendre. Donc nous, c'est surtout des sportifs, des artistes de haut niveau qui sont aux quatre coins du monde toute l'année. Donc c'est une formation qui est particulièrement adaptée à leurs contraintes. Ce sont les publics en situation de handicap, c'est la formation continue. Et puis ce sont aussi tous les étudiants éloignés des villes universitaires, pour lesquels ça représente un coût important de déménager. Et donc, ça va concerner finalement tous les publics des campus connectés. Il y en a de plus en plus en France, ces campus connectés. On pourrait proposer ce type de formation. Mais ça va aussi concerner nos étudiants en formation initiale, où on pourra utiliser tout ou en partie toutes les ressources qu'on va créer. Donc, ça peut concerner tous les étudiants STAPS. Donc, je ne sais pas si un établissement a besoin de tel bloc ou tel UE ou tel cours, il aura à sa disposition ces cours-là, sachant que de toute façon, il faudra faire quand même du présentiel dans les établissements. Ce que je n'ai pas dit, c'est que les étudiants sont inscrits, évidemment, dans les établissements. Et puis, ça concerne, on en a un petit peu parlé, Luc en a un peu parlé, ça concerne tous les étudiants en PASS pour les mineurs disciplinaires, et puis tous les étudiants en LAS, pour les majeurs disciplinaire. Donc, on l'a pas dit, mais le projet Shift sera complètement articulé avec le projet Flexi Santé, notamment dans le cadre des mineurs disciplinaires STAPS. Il y a 5 établissements complémentaires aux établissements de Shift. Donc ici, j'ai indiqué les partenaires. Donc évidemment, ce projet Shift est porté par l'UNES. C'est financé par le Fonds de transformation de l'action publique. Et puis, le ministère nous accompagne. Donc, c'est Nadi El Oyek qui va nous accompagner. Alors, je crois que Nadi, si tu es dans le coin. Ouais, je te vois, je crois. Je suis bien là. Bonjour oui. Tout le monde. Merci Nadi. Donc, c'est Nadi qui va nous accompagner sur ce projet-là. J'ai indiqué ici les universités partenaires, donc il y en a 12, mais il y en aura 5 autres via le projet Flexi Santé, parce que les conférences de consensus, évidemment, sont ouvertes pour les mineurs disciplinaires des PASS. Et puis il y a d'autres partenaires, il y a l'université numérique et l'association des UNT. Les UNT, c'est l'université numérique thématique, et j'ai vu que le président Olivier Emerlet était présent. T'es là, Olivier ? Effectivement, bonjour à tous. Donc, Olivier, qui est président de l'université numérique. Il y a comme autre partenaire la FIED, la Fédération interrue de l'enseignement à distance, l'ANESTAPS,
l'Association nationale des étudiants en activité physique et sportive. J'ai vu que Cécile était connectée. Salut Cécile. Je l'ai vu tout à l'heure. Et puis, là aussi, ce qui est nouveau, ce sont les sociétés savantes, donc l'ACAPS, la Société de physiologie et de biologie intégrée, et puis la Société de psycho du sport. Et donc, s'il y a d'autres partenaires, donc là, on est en train de discuter peut-être avec la Société de neuro, etc., on est ouvert aux sociétés savantes, même au contraire, et je pense que c'est fondamental que ces sociétés savantes participent à la co-création de ces cours. Pour mettre en place ce projet, on a mis en place différents work packages, des groupes de travail, parce que vous l'aurez compris, c'est un changement de paradigme assez important, ce type de formation. Donc, ça va impacter finalement tous les métiers des universités. Et donc, on a prévu des work packages. Donc, il va y avoir des work packages concernant la scolarité, les systèmes d'information. Donc, tous ceux qui essaient de mettre en place des formations flexibles, on voit tout de suite les contraintes, c'est les logiciels de SCOL ne sont pas du tout adaptés à ces formations flexibles. Apogée, c'est pas du tout adapté à ces formations-là. L'idée, c'est qu'on travaille ensemble, tous les établissements, pour essayer d'anticiper ces besoins-là, et peut-être on va essayer de travailler avec Pégase, le futur, ce qui va remplacer Apogée, pour que ça soit compatible avec ces logiciels de scolarité. Donc c'est important de créer ces work packages des établissements et puis les systèmes d'information de l'UNES pour que ça soit interopérable, sinon le système ne fonctionnera pas. On a un work package RH, c'est le modèle économique. C'est aussi la politique RH des établissements diffère. On n'a pas exactement la même politique. Donc, il faut avoir un référentiel commun dans le cadre de Shift. Donc, c'est important de créer ce work package. Ensuite, il y a le work package tutorat mutualisé. Ça aussi, c'est un peu original. On va essayer de mutualiser un tutorat à l'échelle nationale, c'est-à-dire que les étudiants tuteurs vont réguler des étudiants, quelle que soit l'origine universitaire de l'étudiant. On va essayer de faire ce travail-là. Et donc, ça, le responsable de ce work package, c'est l'ANESTAPS. Donc, on est en train de voir un peu comment on peut organiser ce tutorat mutualisé. Et puis, il y a le Work Package conférence de consensus, donc c'est l'objectif de la réunion d'aujourd'hui. Un Work Package ingénierie pédagogique et compétences, donc là, vous allez voir un peu le travail qui a été réalisé. Ça fait à peu près 1 an qu'on travaille là-dessus. Donc, il y a Sylvie et Anne qui vont vous présenter les compétences, il y a Agatha Hayek qui vont vous présenter le travail sur l'ingénierie pédagogique. Et enfin, là, on ne l'a pas encore mis en place, mais on va le mettre prochainement. Donc, tous ceux qui sont intéressés, ils sont bienvenus. Le Work Package recherche. Et le troisième Work Package, c'est des articulations avec les autres projets, et notamment les projets de l'université numérique. Donc, dans le cadre de Punchy, Écrit Plus, l'enseignement des langues, gestion de projet avec ONEJ, notre UNT, ou les maths ou les statistiques avec l'UNT UNIT, les sciences de l'ingénieur. Donc, voilà la mise en place de ces Work Packages. Alors, concernant les conférences de consensus, alors, je ne sais pas si j'ai un problème de temps. Tiffaine, c'est bon? Tu m'arrêtes si tu me dis si je dois accélérer? Non, ça va, tu peux continuer. Bon. D'accord. Donc, les conférences de consensus, c'est quoi? En fait, j'essaie de faire une analogie à ce qu'on fait en recherche. Notamment dans le cadre de la co-création, quand on écrit un papier, on n'est pas tout seul à écrire un papier, on a un certain nombre d'auteurs, donc ce sera pareil pour la co-création. Mais les conférences, ce sera un peu pareil, c'est-à-dire qu'on va organiser des congrès régulièrement, des séances de travail pour construire collectivement des ressources pédagogiques, mais en faisant la synthèse des connaissances, des nouvelles connaissances, puis des pratiques de chacun, ensemble, pour essayer de créer ces ressources à haute valeur ajoutée, quoi. C'est à un moment donné, ça peut nous tirer un peu tous vers le haut. Et donc là, on a proposé une sorte de cartographie, un certain nombre de conférences en sciences du sport, en technologie, en dimension transversale. Évidemment, ça c'est complètement ouvert et on ouvre ces conférences dans la mesure où il y a suffisamment de mutualisation. S'il y a 3-4 établissements qui sont OK pour partir sur telle discipline, on y va et on finance. Donc là, vous avez toutes les informations qui sont sur notre site internet qui s'appelle shift.unes.fr. Pour revenir à notre conférence de consensus, donc là, on a proposé un certain nombre de disciplines. Là, vous verrez cet après-midi, il y a un certain nombre d'ateliers. C'est pas du tout exhaustif. On a vu à peu près les collègues qui étaient inscrits. On a commencé à ouvrir quelques disciplines, mais il y en aura plein d'autres. Quelques mots-clés. Donc, c'est fondamental qu'il y ait une co-création, donc mutualisation avec les sociétés savantes. Et ça aussi, il faut accepter l'idée. Ça sera toutes les licences qu'on crée, ça sera sous licence Creative Commons. Donc, il faut accepter cette idée-là. Donc, c'est-à-dire, ça sera accès librement par tous, sous conditions. Par exemple, sans utilisation commerciale.
mais ça risque d'être la seule condition. Donc, il faut que tous les auteurs qui participent à cette co-création acceptent cette idée-là. Donc, ça sera sous licence Creative Commons. Donc, ça, c'est un point fondamental. Ensuite, il faut qu'il y ait un minimum de consensus. Quel est le dénominateur minimum commun? Ça ne veut pas dire qu'on va créer toutes les ressources qu'on va créer, tous les établissements vont l'utiliser. Hein. Peut-être on va faire une ressource un peu plus spécifique, mais il y aura uniquement 3-4 établissements partenaires. Et puis, il y a une ressource basique où là, il y aura 10 établissements partenaires. Donc, ça va passer par une étape de validation et c'est très important, il y aura une signature collective. Il n'y aura pas un nom, il n'y aura pas un auteur, il y aura tous ceux qui ont participé à la conférence de consensus. Je vais vous expliquer le fonctionnement ensuite. Et puis, toutes les ressources qu'on va créer, on va les mettre dans une immense bibliothèque commune où tous les établissements pourront piocher les ressources qui les intéressent. Donc là, on va utiliser notamment Moodle pour ça. Donc, il y aura un Moodle commun et chacun pourra construire, par contre, son parcours propre. Donc, il n'y a pas uniformisation des formations. C'est chaque établissement pour apprendre des briques qu'il souhaite. Donc, il faut voir ça comme une immense bibliothèque commune et accessible à tous. Alors, je vais essayer de passer à la diapo suivante. Donc, on a fait un appel à candidature. Donc, n'hésitez pas à diffuser cette information. Donc, pour co-construire les ressources, pour co-créer, pour co-développer. Alors aussi, on va faire une banque nationale de quiz qui va être fondamentale. En fait, souvent, les collègues pensent à la création de la ressource pédagogique, mais on oublie l'évaluation. Et l'évaluation, c'est quelque chose de terriblement chronophage. C'est plus compliqué de faire un quiz, d'imaginer un quiz. Moi, je passe plus de temps à créer une question dite intelligence, pour essayer de s'élever dans cette taxonomie de Bloom dont on a parlé tout à l'heure. C'est très chronophage et on se dit, mais si chacun réfléchit sur une dizaine de questions dans son domaine, on met tout ça dans une bibliothèque et chacun pourra aller chercher des questions un peu plus élaborées que ce qu'on fait chez nous tout seul. Donc ensemble, on sera plus fort que tout seul. Donc l'idée, c'est quand même d'arriver à taguer ces questions pour les retrouver. Et donc là aussi, il va y avoir tout un travail qui sera aussi de la responsabilité des conférences de consensus. Alors comment ça va fonctionner? Donc l'idée, c'est de travailler collectivement, même si on a l'impression que tout seul, on va plus vite. Mais je suis persuadé que c'est une impression. Mais je vous garantis que quand on travaille à plusieurs, la qualité de la ressource n'est plus du tout la même. Donc, on a essayé de voir comment on a envisagé un référentiel pour les enseignants, comment on valorise ce travail des enseignants. Et donc, là aussi, c'est un peu nouveau. Ma référence, c'est le CTS. Ce n'est pas la durée de podcast, ça n'a strictement aucun sens. Et ce n'est pas les heures CM qu'on réalisait avant, puisque là, on part à zéro. Il n'y a pas d'heures CM, puisque les CM n'existent pas dans notre système. Donc, notre référence, c'est le CTS. Et on a imaginé un groupe pour créer une ressource qui correspond à un ECTS. Et dans ce groupe, on va voir différents types de contributeurs. Donc là, dans mon groupe, pour créer une ressource pour un ECTS, ou plusieurs ressources, mais pour un ECTS, j'ai imaginé une quinzaine de personnes. Donc, on peut financer une quinzaine de personnes pour créer cet ECTS, avec différents niveaux de contribution. Donc, on peut imaginer un coordonnateur qui sera garant de l'alignement pédagogique, qui sera garant de consensus, qui sera garant de l'animation de la réunion. Et puis, il y aura des concepteurs, 1, 2, 3, après, c'est chaque conférence qui décide. On dit, il y en a certains qui vont enregistrer la vidéo, donc c'est un travail complémentaire, c'est un travail supplémentaire. Mais après accord du plan qui sera décidé par tous les contributeurs. Et donc là, on peut imaginer 11 contributeurs qui participent en disant, tiens, moi, le plan, je le verrai un peu différemment, je rajouterai bien tel ou tel chapitre. Au contraire, je ne comprends pas la logique de ces diapos, etc. Donc, ils participent à l'élaboration de tout le contenu d'un cours. Et donc, la rémunération va varier entre 8 et 24 heures par ECTS, 24 heures équivalent TD, qu'on va reverser aux établissements et à charge des établissements de rémunérer les enseignants. Donc là, globalement, on peut financer pour un ECTS, on peut financer une centaine d'heures équivalent TD. Donc, chaque fois que vous créez un ECTS, vous pouvez disposer de ces 100 heures équivalent TD. Évidemment, ces groupes vont être accompagnés par des ingénieurs pédagogiques, par des infographistes, des illustratrices, par exemple, qui vont créer les images. C'est-à-dire que là, on ne peut plus se permettre de prendre ce que je fais jusqu'à maintenant, de piquer un peu les images dans les bouquins. On ne va plus le faire, c'est-à-dire que maintenant, on va créer nos propres images et ces images nous appartiendront.
Donc, on va envisager un process avec les illustrateurs pour savoir comment on crée. Moi, là, je suis physiologique, j'ai besoin d'un cœur. Voilà un modèle, j'ai besoin de ces informations-là. Et puis, on va demander aux illustrateurs de me créer ces images-là. Et évidemment, après, ces images nous appartiendront. Et puis, évidemment, on peut recruter des techniciens audiovisuels en fonction de nos besoins. Donc, il y aura un accompagnement. Oui. Il va te rester 5 minutes. OK, c'est bon. Donc, imaginez maintenant par science, alors moi je vais prendre l'exemple de la physiologie, on peut disposer sur les 180 ECTS une vingtaine de CTS pour créer tout mon programme de physiologie. Donc, en gros, j'ai 20 ECTS pour une licence entraînement sportif. Donc là, évidemment, c'est à affiner avec le copil, de voir un peu, est-ce qu'on en rajoute un peu plus, un peu moins, ça dépend évidemment des maquettes, mais l'idée, c'est qu'on aille vers le mieux disant, c'est-à-dire qu'on crée plus de CTS que ce qu'on utilisera dans les établissements. Donc, si vous avez 20 ECTS, en gros, vous pouvez disposer par science ou par techno l'équivalent de 2000 heures équivalent TD. Et je vous rappelle que ces 2000 heures équivalent TD, ça va être nécessaire pour produire les ressources d'un ECTS. Après, le problème, c'est qu'il ne faut pas créer trop d'heures de capsules vidéo. Les étudiants ne vont pas passer leur vie sur les écrans. Donc, c'est important de connaître la charge étudiant pour un ECTS. Donc, tout le monde est au courant. On sait qu'un ECTS, c'est pour une formation classique, on dit généralement, c'est 25 heures de travail personnel, travail étudiant, dont 8 à 9 heures de travail présentiel, de CM, TD, OTP, ce que vous faites chez vous. Shift, le problème, c'est complètement modifié, ça. Le travail étudiant, il faut qu'il reste à 25 heures. Un ECTS, il faut que ça représente toujours 25 heures. Donc, on a fixé un max de durée de visionnage. C'est-à-dire, pour un ECTS, on ne peut pas dépasser 4 heures de visionnage. Au-delà, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas possible. Donc, c'est vraiment, il faut le voir comme un plafond. Là, avec le recul qu'on a, Life Science, dont nous a parlé Luc tout à l'heure, en physiologie, on est plutôt à 2 heures de visionnage par ECTS. Mais on peut monter jusqu'à 4 heures. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 4 heures de visionnage, ça va représenter 12 heures d'appropriation pour l'étudiant de ces capsules vidéo. Donc 12 heures de travail, sachant que il restera le reste, 13 heures, là en l'occurrence, 13 heures pour faire les TD, les TP et le travail personnel. Donc c'est important de fixer cette durée de capsule qui ne doit pas dépasser ces 4 heures de visionnage. D'accord? Et si c'est 2, pour moi, c'est encore mieux parce qu'on peut imaginer d'autres activités au-delà des capsules vidéo. Donc là, je terminerai là en disant finalement, les moyens qu'on a, on a 104 heures on a 104 heures équivalent TD pour créer maximum 4 heures de visionnage. Plus évidemment les activités à côté, telles que les quiz, etc. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Est-ce que je suis dans les temps?